Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue clinicienne, praticienne EMDR et hypnothérapeute. Je suis aussi à l'origine du DIU, Diplôme interuniversitaire européen, en hypnose thérapeutique à l'Université de Metz et à l'Université de Bruxelles. Nous avions déjà eu une première session dans laquelle nous avions défini l'hypnose et dans laquelle nous avions également tordu le cou à quelques fausses croyances la concernant. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment se déroule une séance d'hypnose et quelle est son utilité dans les problèmes somatiques et dans les problèmes psychologiques. Alors, comment se déroule une séance d'hypnose? Tout d'abord, il me semble important de préciser que des entretiens préalables sont souvent nécessaires. Tous mes collègues ne le font pas, c'est-à-dire que certains de mes collègues pratiquent l'hypnose et la première séance. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et puis, nous allons parler de l'induction du travail thérapeutique et pour terminer, la phase de réveil. Une thérapie par hypnose, me semble-t-il, doit commencer comme n'importe quelle thérapie par une anamnèse, c'est-à-dire de définir quel est le problème, en quoi c'est un problème, depuis quand c'est un problème, de déterminer également s'il y a des exceptions à ce problème, de savoir également quelles sont les ressources psychologiques internes de la personne et aussi quel est son réseau de soutien, c'est-à-dire ses ressources externes. Ça permet aussi ces entretiens de savoir si l'hypnose est une bonne indication pour le patient et éventuellement de dépister une contre-indication. Généralement, bien sûr, les troubles graves de la personnalité comme les psychoses sont une contre-indication, mais je dirais qu'il n'y a pas pour moi de contre-indication absolue par rapport à l'hypnose. Tout dépend, je dirais, de l'expérience du praticien et également du contexte dans lequel il travaille. Comme je dis toujours, on ne fait jamais en hypnose ce qu'on ne sait pas faire hors hypnose. Par exemple, on peut parfois travailler avec des patients psychotiques, mais dans ces cas-là, ce sont des personnes qui travaillent déjà avec des psychotiques et de préférence évidemment dans un milieu où les personnes sont en sécurité, par exemple dans le cadre d'un hôpital ou d'une institution. C'est important également d'évaluer la motivation de la personne à pratiquer l'hypnose, de créer la confiance, bien sûr de créer la confiance avec le thérapeute comme dans n'importe quelle thérapie, et également de créer la confiance par rapport à l'hypnose qui fait encore peur à certains patients et donc de lui permettre également de poser toutes les questions qu'il désire poser. Cet entretien ou ces entretiens nous permettent également d'évaluer et d'orienter les attentes. Certaines personnes attendent des miracles d'une seule séance d'hypnose, croient qu'en une séance tout va être réglé, et d'autres par contre ont peur de livrer par exemple des secrets qu'ils ne voudraient pas délivrer. Donc, c'est important de parler de tout cela, de parler du fait que l'hypnose n'est pas un sommeil, qu'on n'a pas le pouvoir sur le patient, que la personne garde son contrôle, etc. La séance proprement dite d'hypnose commence par une induction. L'induction, c'est simplement une technique qui aide le patient à entrer dans un état de focalisation intérieure, c'est-à-dire il va dépotentialiser son conscient, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va se désintéresser de la plupart des choses qui se passent dans son environnement extérieur pour s'intéresser davantage à ses processus internes. On pratique très souvent une induction par fixation de l'attention, soit sur un objet, un point que le patient choisit librement dans la pièce, soit sur une petite croix ou un petit point qu'on lui dessine sur la main, par exemple ici, et qu'il peut fixer. Auparavant, on utilisait beaucoup le pendule, c'est devenu très rare aujourd'hui. On peut aussi faire une induction de fixation de l'attention sur les sensations corporelles, par exemple, toutes les sensations d'appui du corps sur le siège, ou la lourdeur progressive du corps, une fixation de l'attention sur les fonctions corporelles, par exemple sur la respiration, ou une fixation de l'attention sur des images internes, le plus généralement sur un bon souvenir. On peut également induire un état hypnotique par rupture de pattern. Un pattern, c'est une attitude ou un comportement générique face à un type de situation fréquemment rencontré. Par exemple, si je vous croise et que je vous tends la main pour vous saluer, de façon quasi réflexe, vous allez vous aussi me tendre la main.
Ça, c'est un pattern, c'est un schéma dans notre société. Si maintenant je conserve votre main dans la mienne, cela va vous étonner, ça va créer une sorte de choc, ça va rompre le pattern, ça va rompre le schéma habituel. Et si en plus je prends votre main, je la lève, je la tape sur votre front et je vous dis dormez, je romps complètement le pattern. Ce type d'induction a été décrié et l'est toujours par certains collègues parce que cette façon de procéder nous vient de l'hypnose classique utilisée principalement dans les spectacles. Personnellement, je trouve que l'hypnose classique a aussi du bon et peut être pratiquée de façon tout à fait éthique par des praticiens hypnothérapeutes. C'est notamment le cas dans les urgences, dans les hôpitaux par exemple, ou quand on s'arrête au bord de la route pour aider un accidenté, on a tout intérêt à gagner du temps par rapport à l'induction et donc ce type d'induction peut être tout à fait mené de façon éthique. Et nous allons voir maintenant un petit extrait d'une manière de procéder par rupture de pattern. Bonjour Annie. Bonjour. Donc aujourd'hui on va montrer ce que c'est la Butterfly Induction, qui est aussi une induction rapide. Et donc je te demande de me donner la main. Et bien, c'est bien détendu. Ok, maintenant tu vas regarder mes doigts. Voilà, c'est bien. Juste regarder mes doigts. Rien d'autre ne compte que mes doigts. Ce sont comme des petits papillons. Et tu regardes ces papillons. Et peut-être déjà tu sens la tête devenir lourde. Peut-être que tu sens déjà que tu te relaxes profondément. Tu gardes ton attention sur ces doigts, rien que ces doigts. Ces doigts, ces doigts, ces doigts. Inspire profondément. Dors. Sommeil profond. Merveilleusement bien. Tu es merveilleusement bien. Je vais te redresser. Et tu vas en profiter pour rêver. Pour rêver, pour faire un rêve agréable, un rêve du papillon. De voir tous ces papillons qui étaient des chenilles, qui se sont transformés pour devenir des papillons légers, des papillons aux habits de lumière. Des chenilles qui sont devenues de plus en plus vraiment elles-mêmes et qui sont devenues des êtres merveilleux. Une fois l'état hypnotique induit, eh bien, nous allons travailler sur la problématique du patient à l'aide de métaphores et de diverses techniques, notamment l'exposition et la désensibilisation in vitro, un peu comme on le ferait en thérapie comportementale et cognitive. Par exemple, si j'ai un de mes patients qui est phobique de l'avion, eh bien, je peux en hypnose l'amener progressivement à affronter sa peur en l'amenant d'abord jusqu'à l'aéroport de façon tout à fait imaginaire et puis de le faire rentrer dans l'aéroport jusqu'au check-in, etc., jusqu'à ce qu'il puisse faire l'aller-retour en avion. On peut aussi par exemple faire des régressions en âge, soit pour aller rechercher des ressources que l'enfant avait, par exemple la spontanéité, la joie de vivre, ou pour retourner dans des événements traumatiques afin d'aller, je dirais, les nettoyer. On peut également faire des progressions dans le futur, c'est-à-dire amener la personne dans un futur imaginaire où son problème est résolu. On peut également faire des scénarios réparateurs, notamment par rapport au traumatisme, c'est-à-dire que le patient va transformer la scène traumatique qu'il a vécue afin qu'elle ne le soit plus traumatique. Et on a pu prouver à quel point cela avait des effets thérapeutiques. On peut également faire ce qu'on appelle les ponts d'affect, qui nous viennent de la psychanalyse. On va partir d'une problématique d'aujourd'hui dont on ne connaît pas la source, qui échappe au patient, et on va demander à son inconscient de nous ramener aux premières expériences qui ont créé le problème, et bien sûr, pas uniquement pour savoir d'où vient sa problématique actuelle, mais pour à nouveau nettoyer, pour aller traiter la source du problème.
En ce qui concerne la durée des séances d'hypnose, en fait, il n'y a aucune règle. Tout cela va dépendre beaucoup de l'environnement dans lequel on travaille. Si on travaille en cabinet libéral, si on travaille par exemple à l'hôpital ou en consultation, ou si on est dentiste par exemple et qu'on utilise l'hypnose dans le cadre d'un traitement des dents. Et puis ça va dépendre aussi du thérapeute. Certaines personnes aiment travailler sur de très courtes séances alors que d'autres préfèrent travailler sur de plus longues séances. Généralement, la séance d'hypnose proprement dite dure entre 10 et 30 minutes. Alors, quelle est l'utilité de l'hypnose? Bien, l'hypnose peut être utilisée comme méthode principale de traitement ou elle peut être un complément à d'autres pratiques, que ce soit la psychanalyse, le MDR, les thérapies comportementales et cognitives, la PNL ou encore d'autres pratiques. L'hypnose permet d'atténuer et de faire disparaître les symptômes gênants, mais également d'identifier et de traiter leurs causes sous-jacentes. Certains de mes collègues ne travaillent que sur le symptôme, par exemple, quelqu'un qui se plaint d'un trouble du comportement alimentaire. Nombreux de mes collègues vont travailler sur le symptôme, c'est-à-dire sur le contrôle alimentaire. Je pense que c'est souvent aussi important d'identifier et de traiter les causes, que le symptôme n'est qu'un symptôme et qu'il faut aller rechercher la source. Comme je le dis souvent, j'utilise une métaphore. Certaines plantes, si vous arrachez toutes les feuilles, c'est-à-dire tout ce qui est visible, la plante va mourir. Elle va disparaître. Dans certains cas, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire vous avez à beau arracher toutes les feuilles, la plante va repousser encore et encore. Pensons par exemple au bambou. Eh bien, je dirais qu'il en est de même pour les troubles psychologiques. Dans certains cas, eh bien, effectivement, de travailler sur le symptôme va le faire disparaître et la personne va aller bien. Dans d'autres cas, vous avez beau travailler sur le symptôme, tant que vous n'avez pas identifié et traité et éradiqué la cause, eh bien, le symptôme va revenir. Donc, il me semble que l'hypnose nous permet de travailler à la fois sur les causes et à la fois d'aider les patients par rapport à leurs symptômes. Un des avantages de l'hypnose aussi, c'est qu'elle peut être utilisée en autotraitement grâce à l'auto-hypnose qui peut aider à réduire l'anxiété et à gérer les symptômes, notamment de stress, de douleur, les fringales, les insomnies, et à redonner un sentiment de contrôle de soi. L'hypnose peut être utile dans le traitement de problèmes à caractère somatique et les maladies. C'est notamment le cas pour les douleurs aiguës, la préparation à l'accouchement, l'analgésie au bloc opératoire, les soins et les examens douloureux ou invasifs, la migraine, les syndromes douloureux chroniques. C'est aussi vrai pour l'asthme, le côlon irritable, l'eczéma, le psoriasis, les allergies, les cancers, les acouphènes, les vertiges, le bruxisme, l'énurésie et encore d'autres problématiques. Alors bien sûr, dans certains cas, l'hypnose peut être le seul traitement. Je pense notamment aux migraines quand le problème est la douleur et qu'il n'y a pas d'autres problèmes somatiques. La thérapie par hypnose peut être suffisante. Bien entendu, dans la majorité des problématiques somatiques et des maladies, l'hypnose ne va être qu'un adjuvant au traitement classique. Si je pense par exemple au cancer, bien sûr l'hypnose peut être d'une grande utilité, par exemple pour aider les personnes à traverser les épreuves, pour aider à gérer l'anxiété, pour aider à supporter les traitements, mais bien sûr l'hypnose ne va pas se substituer au traitement classique de chirurgie ou de chimiothérapie. Nous allons voir une patiente qui souffrait de dyskinésie respiratoire et de différents troubles, notamment de mouvements essentiels, de rigidité musculaire, de crispation, suite à la prise d'un neuroleptique. Alors, vous êtes prise comme ça depuis quand? Mais je sais
anesthésie. Le matin, c'est toujours comme ça. Oui. Je vais très très bien, tout se passe bien. Alors bien sûr, cette patiente reste fragile et les chocs émotionnels sont pour elle malheureusement l'occasion de rechutes, mais nous avons obtenu des résultats quand même relativement surprenants. L'hypnose est également très utile, bien entendu, dans le traitement de troubles psychologiques comme les traumatismes psychiques, les deuils, donc suite au décès d'une personne, mais aussi les séparations, pour le burn-out, pour les troubles identitaires tels que le manque d'estime de soi ou de confiance en soi ou les difficultés d'affirmation de soi, le stress, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les dépendances, notamment le tabagisme, l'alcoolisme ou la toxicomanie, les troubles alimentaires, les troubles sexuels. L'hypnose est également utilisée pour améliorer ou faciliter en tout cas l'apprentissage des langues et pour la préparation mentale. L'hypnose par exemple est utilisée par les grands sportifs ou par des personnes qui doivent par exemple présenter des concours importants. Nous allons voir maintenant une personne qui a souffert de traumatisme. Voilà, donc on va partir du cauchemar. Donc vous rentrez dans la pièce. Vous voyez ce cercueil au milieu de la pièce. Avec cette photo, ces bougies. Ces mots qui viennent aussi. Hein, tu seras vraiment jusqu'à ton dernier souffle, comme si il voulait que vous soyez morte pour pouvoir vous avoir à lui. Par votre technique et par votre approche, je pense que vous avez vraiment bien cerné mon problème, vous avez pu me comprendre, qui a permis aujourd'hui d'être ce que je suis et ce qui est en train en tout cas de devenir, puisque ce n'est pas encore complètement terminé. Je crois qu'on a encore des choses et je suis en pleine expansion, comme on dit. Comme vous m'aviez dit un jour, le papillon commence à défeuiller ses ailes et ses couleurs et je me rappelle toujours de ça. Alors si l'hypnose peut être utile dans de nombreuses situations, l'hypnose ne fait pas tout, hein, notamment l'hypnose ne fait pas encore le café. Merci de votre attention.